Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de la mécanique quantique. Pendant des siècles, on a cru que le cosmos fonctionnait comme une gigantesque horloge. Si vous pouviez comprendre toutes les positions et toutes les vitesses de chaque engrenage de la machine, alors l'avenir serait entièrement prévisible. Cette vision d'un univers mécanique vient des travaux révolutionnaires d'Isaac Newton au XVIIe siècle. Les lois de Newton étaient si puissantes que pendant longtemps, tout, les orbites planétaires, la chute des pommes, les boulets de canon, semblaient leur obéir parfaitement. Même l'électricité et le magnétisme, explorés par des scientifiques tels que Faraday et Maxwell, s'inséraient dans un schéma plus large de champs de force prévisibles et continus. Mais vers la fin du XIXe siècle, certains phénomènes commencèrent à apparaître comme de véritables casse-têtes impossibles à résoudre avec la physique classique. L'un de ces phénomènes était appelé la radiation du corps noir. Un corps noir est un absorbeur et émetteur parfait de rayonnement. Si vous chauffez un morceau de métal, il brille de couleurs différentes selon sa température. Selon la physique classique, si vous tentiez de calculer la répartition de la lumière ou du rayonnement émise par un corps noir chauffé, vous obteniez des résultats absurdes. Des prédictions qui allaient jusqu'à l'infini aux hautes fréquences. Mais vers 1900, un physicien allemand du nom de Max Planck fit une proposition audacieuse. Il affirma que l'énergie n'était pas simplement émise de manière fluide et continue, mais plutôt sous forme de petits paquets, ou quanta. Au début, Planck lui-même ne croyait pas vraiment que l'énergie puisse littéralement être quantifiée. Il pensait que ce n'était qu'un artifice mathématique. Pourtant, l'idée correspondait si bien aux mesures réelles de la radiation du corps noir qu'elle commença peu à peu à être acceptée. Bien que Planck ait ouvert la porte vers le monde quantique, c'est Albert Einstein qui l'a franchi à pas résolus. En 1905, Einstein eut son année miraculeuse, publiant des articles qui transformèrent la physique. L'un de ces articles expliquait l'effet photoélectrique. Quand on éclaire certains métaux avec de la lumière, cela en éjecte des électrons. Selon les théories classiques, éclairer le métal avec une lumière de très basse fréquence pendant longtemps devrait progressivement accumuler assez d'énergie pour arracher les électrons. Mais les expériences montraient que, si la fréquence était en dessous d'un certain seuil, aucun électron n'était éjecté, peu importe l'intensité de la lumière ou le temps d'exposition. C'était comme si le métal réclamait une entrée énergétique minimale qu'on ne pouvait pas contourner en augmentant simplement la quantité de lumière à basse fréquence. Einstein suggéra que la lumière elle-même était faite de petits paquets d'énergie, qu'on appelle aujourd'hui photons, chacun ayant une énergie directement liée à sa fréquence. Cela bouleversa la conception même de la lumière, qui n'était plus considérée uniquement comme une onde continue, mais pouvait aussi se comporter comme un flux de particules. Pendant un certain temps, on s'est débattu avec cette contradiction onde-particule. Lorsque vous faites passer de la lumière à travers deux fentes étroites, vous obtenez sur un écran un motif d'interférence, des bandes claires et sombres, comme des ondes qui se superposent. Mais ensuite, avec l'effet photoélectrique, la lumière semblait agir comme un flux de particules. Comment pouvait-elle être les deux à la fois? Les physiciens de l'époque étaient fascinés et déroutés. Ils commencèrent aussi à réaliser que ce casse-tête onde-particule ne concernait pas uniquement la lumière. En 1924, Louis de Broglie, un prince français devenu physicien, proposa que si les ondes lumineuses pouvaient parfois se comporter comme des particules, peut-être que les particules de matière, comme les électrons par exemple, pouvaient parfois se comporter comme des ondes. C'était comme si l'univers gardait une double identité en réserve. Pour la plupart des physiciens de l'époque, cette idée paraissait extravagante. Pourtant, elle s'avéra juste. Les expériences confirmèrent rapidement que des électrons projetés sur un réseau cristallin produisaient des figures d'interférence, tout comme des ondes lumineuses. Cette convergence d'idées, l'énergie quantifiée et la dualité onde-particule jetaient les bases d'une nouvelle théorie. Mais la théorie quantique prit véritablement forme au milieu des années 1920. Deux formalismes mathématiques distincts mais connexes émergèrent presque simultanément. L'un était la mécanique matricielle de Werner Heisenberg, qui paraissait extrêmement abstraite et complexe. L'autre était la mécanique ondulatoire d'Erwin Schrödinger, qui était plus intuitive, du moins à première vue,
car elle décrivait les électrons comme des entités de type ondulatoire. Les deux approches se révélèrent finalement décrire la même réalité quantique sous-jacente, avec des outils mathématiques différents. L'équation de Schrödinger devint un pilier central de la mécanique quantique. Elle décrit comment une fonction d'onde évolue dans le temps. La fonction d'onde est une entité étrange. Contrairement à une onde classique sur une corde qui vibre physiquement, la fonction d'onde quantique ressemble davantage à une onde d'information, nous indiquant où nous pourrions trouver une particule si nous allons la chercher. Avant que nous ne fassions une mesure, la particule n'est pas cantonnée à un emplacement précis. Elle a plutôt des probabilités de se trouver à différents endroits, probabilités codées dans la forme de la fonction d'onde. Si cela vous semble étrange, eh bien, ça l'est. Et à l'époque, les scientifiques étaient en plein débat animé sur ce que cela signifiait quant à la nature de la réalité. Au premier rang de ces débats se trouvait Niels Bohr, physicien danois réputé pour son approche réfléchie et philosophique. Bohr défendait ce qui est devenu l'interprétation de Copenhague, qui, pour simplifier, stipule que la fonction d'onde est une description complète d'un système jusqu'à ce qu'elle soit mesurée ou observée, moment où elle s'effondre en un seul résultat. Tout le monde n'était pas à l'aise avec cette idée. Par exemple, Albert Einstein s'indigna. Dieu ne joue pas au dé, exprimant son malaise à l'idée que l'univers soit fondamentalement régi par des probabilités plutôt que par des certitudes. Einstein, avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, formula plus tard ce qu'on a appelé le paradoxe EPR. EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. Il soutenait que la mécanique quantique devait être incomplète parce qu'elle autorisait ce qu'Einstein appelait une action fantomatique à distance, faisant référence à l'intrication, où deux particules pouvaient être connectées de telle sorte que la mesure de l'une semblait affecter instantanément l'autre, peu importe la distance qui les séparait. Pendant ce temps, Werner Heisenberg apporta une autre pierre angulaire, le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude de Heisenberg stipule que plus vous mesurez précisément la position d'une particule, moins vous pouvez connaître précisément son impulsion, et inversement. Il ne s'agit pas seulement des limites de vos instruments de mesure, c'est inscrit dans la structure même de la nature à de toutes petites échelles. Ce principe ébranla profondément la vision de l'univers comme une mécanique parfaitement déterministe. Si vous ne pouvez jamais connaître à la fois position et impulsion avec une précision absolue, vous ne pouvez certainement pas prédire l'avenir avec une certitude totale. C'était un nouveau coup porté à la vision déterministe qui prévalait depuis Newton. Au milieu de tous ces bouleversements conceptuels, il restait un élément à clarifier pour interpréter la fonction d'onde. Max Born proposa que la fonction d'onde décrive des amplitudes de probabilité. Pour faire simple, la fonction d'onde ne vous dit pas où se trouve une particule, mais plutôt les chances de la trouver ici ou là. La règle de Born permet de calculer la probabilité d'un résultat à partir de la fonction d'onde. C'était un changement incroyablement radical. La physique, autrefois science de la description du mouvement des objets avec certitude, était devenue un outil pour prédire des probabilités. Bien sûr, tout le monde n'était pas satisfait de s'en tenir à la probabilité. Einstein passa des années à tenter de montrer que la mécanique quantique passait à côté de quelque chose, qu'il existait un niveau caché de la réalité. Cependant, les expériences menées par John Bell dans les années 1960, puis perfectionnées par de nombreux autres chercheurs, démontrèrent que si la nature possédait de telles variables cachées locales, elle ne produirait pas les schémas statistiques que l'on observe dans les expériences quantiques. L'intrication, cette action fantomatique à distance, se révéla être bien réelle. C'est le phénomène où deux particules peuvent être si intimement liées que mesurer l'une modifie instantanément l'état de l'autre, même à des distances colossales. Certes, cela ne permet pas de communiquer plus vite que la lumière. On ne peut pas contrôler le résultat de la mesure. Mais cela met en lumière des règles quantiques qui défient nos intuitions habituelles sur l'espace et le temps. Au fil de ces développements, les physiciens ont fait ce qu'ils font toujours, tester les théories en laboratoire. La démonstration la plus célèbre de la bizarrerie quantique est sans doute l'expérience des doubles fentes. Vous prenez une source de lumière, ou même une source d'électrons, et vous la faites passer à travers une barrière percée de deux fentes étroites, en observant le motif créé sur un écran derrière la barrière. Si la lumière ou les électrons se comportaient strictement comme de petites particules,
vous vous attendriez à voir deux bandes lumineuses derrière les fentes. S'ils se comportaient strictement comme des ondes, vous obtiendriez un motif composé de multiples bandes claires et sombres, un motif d'interférence. Ce que l'on voit réellement en labo, c'est un motif d'interférence, indiquant un comportement ondulatoire. Mais ce qui est vraiment renversant, c'est quand vous essayez de faire passer les électrons un par un. Chacun laisse un impact ponctuel sur l'écran, mais à mesure que vous cumulez les impacts, un motif d'interférence apparaît. C'est comme si chaque électron interférait avec lui-même, passant par les deux fentes d'une certaine manière quantique, jusqu'à ce que vous mesuriez par quelle fente il passe. Dès que vous mesurez, vous le forcez à choisir et le motif change. Ce résultat déconcertant est souvent décrit comme le mystère central de la mécanique quantique. Pour illustrer à quel point la mécanique quantique peut être étrange, citons l'expérience de pensée fameuse d'Erwin Schrödinger mettant en scène un chat. Imaginez un chat dans une boîte avec un flacon de poison libéré par la désintégration d'un atome radioactif. Selon la théorie quantique, tant que nous n'observons pas si l'atome a ou non désintégré, il reste dans une superposition d'états désintégrés et non désintégrés. Schrödinger se demandait, cela signifie-t-il que le chat est à la fois vivant et mort en même temps? L'expérience de pensée visait à critiquer l'idée simpliste selon laquelle l'effondrement de la fonction d'onde serait la seule solution au problème de la mesure quantique. Elle a suscité d'innombrables débats et est devenue une référence culturelle pour montrer les implications étranges de la théorie quantique. Mais en dépit de toutes ces turbulences philosophiques et conceptuelles, la mécanique quantique fonctionne. Elle fonctionne si bien qu'elle constitue la base de nombreuses technologies modernes. La conception des transistors, qui alimentent tous nos appareils électroniques, repose sur la compréhension du comportement quantique des électrons dans les solides. Les lasers ne seraient pas possibles sans la théorie quantique de la lumière et de la matière. Les appareils d'IRM/IRMN dans les hôpitaux s'appuient sur le spin quantique des noyaux atomiques. Même le GPS de votre téléphone dépend d'horloges extrêmement précises qui mettent à profit des effets quantiques. En un sens, tout notre monde moderne est bâti sur cet ensemble de règles étranges. On ne comprend peut-être pas parfaitement ce que tout cela signifie d'un point de vue philosophique, mais on sait très bien s'en servir. Revenons maintenant au fil historique. Après que le cadre principal de la mécanique quantique a été établi à la fin des années 1920, les décennies suivantes virent une croissance énorme de la physique atomique, de la physique nucléaire, puis de la physique des particules. Paul Dirac poussa la théorie quantique plus loin, la combinant avec la relativité restreinte d'Einstein pour décrire des particules voyageant à proximité de la vitesse de la lumière. Des équations de Dirac émergea la prédiction de l'antimatière, en particulier le positron, qui fut découverte ultérieurement de manière expérimentale. Ce fut un triomphe retentissant. Une exploration purement théorique avait prédit une forme de matière entièrement nouvelle. Dans les années 1930 et 1940, la mécanique quantique devint également la base de la compréhension de la liaison des atomes dans les molécules. La chimie, longtemps considérée comme un domaine séparé, se fondit dans la physique quantique et le champ de la chimie quantique vit le jour. Les chercheurs réalisèrent que le comportement quantique des électrons expliquait la structure du tableau périodique. Pour chaque élément, les électrons remplissent des orbitales définies par des règles quantiques qui dépendent du numéro atomique, ce qui conduit à des propriétés chimiques caractéristiques. Cette nouvelle perspective expliquait par exemple pourquoi le sodium et le chlore, situés de part et d'autre du tableau périodique dans certaines rangées, se lient si bien pour former le sel de table, alors que d'autres combinaisons sont moins stables ou ne forment pas la même sorte de liaison. L'ère nucléaire, hélas, arriva avec des conséquences terrifiantes pendant la Seconde Guerre mondiale et après. La fission nucléaire, expliquée par l'effet tunnel quantique et d'autres processus nucléaires, conduisit au développement de la bombe atomique. La course aux armements qui s'ensuivit stimula d'importants progrès dans les accélérateurs de particules et la recherche sur les particules fondamentales. Les physiciens découvrirent que les protons et les neutrons étaient eux-mêmes constitués de quarks liés par des gluons, tous décrits par une théorie quantique des champs appelée la chromodynamique quantique, QCD. Parallèlement, une autre théorie quantique des champs, l'électrodynamique quantique, QED, devint l'une des théories les plus précisément testées au monde
prédisant des résultats avec une exactitude remarquable. Tout cela montre que la mécanique quantique n'était pas qu'un domaine excentrique de la science. Elle était devenue le langage par lequel les physiciens décrivent les éléments fondamentaux de la réalité. Sur le plan philosophique, les débats ne s'arrêtèrent jamais vraiment. Les critiques d'Einstein furent reprises par d'autres. Même aujourd'hui, les interprétations de la mécanique quantique sont multiples. Il y a l'interprétation des mondes multiples, selon laquelle chaque événement quantique engendre plusieurs branches de l'univers. Il y a la mécanique bohmienne, qui tente de rétablir un certain déterminisme avec ses ondes pilotes. Il existe aussi des interprétations relationnelles et informationnelles qui suggèrent que la réalité est fondamentalement une question de relations entre observateurs et systèmes. Bien que ces interprétations diffèrent dans leur façon de représenter la réalité quantique, elles partagent toutes les mêmes bases mathématiques qui, expérience après expérience, se révèlent exactes. Comment alors s'y retrouver, surtout si l'on n'a pas une formation poussée? Une façon est de voir la théorie quantique comme l'histoire d'un changement de perspective. Nous pensions autrefois que la réalité était entièrement connaissable par des lois déterministes. Nous croyions que les objets avaient des propriétés définies en permanence. Position, vitesse, couleur, tout étant gravé dans le marbre, qu'on les observe ou non. La théorie quantique nous dit, en essence, qu'à l'échelle la plus petite, la nature n'est peut-être pas déterminée tant qu'elle n'interagit pas avec autre chose, comme un appareil de mesure ou un observateur. Cette interaction force le système quantique à faire un choix, qui se manifeste par un résultat bien défini dans notre monde macroscopique. Entre ces interactions, les particules, ou ondes, ou les deux, sont régies par une fonction d'onde qui évolue de manière mathématiquement précise, mais déconcertante sur le plan conceptuel. Cette fonction d'onde est-elle réelle, ou n'est-elle que notre connaissance du système? La mécanique quantique hausse les épaules et répond « Les deux interprétations fonctionnent, tant que vous calculez correctement les probabilités. Cela peut être profondément insatisfaisant si nous voulons une image claire de ce qui se passe objectivement. Mais c'est un témoignage de la puissance des mathématiques et de l'expérimentation. Nous n'avons peut-être pas une compréhension totale de ce que c'est. Et pourtant nous pouvons mesurer des phénomènes, prédire des résultats et bâtir des merveilles technologiques à partir de ces prédictions. Un autre point essentiel est de constater à quel point tout est étroitement interconnecté au niveau quantique. Les particules intriquées mettent à mal l'idée que les objets ont une existence séparée et indépendante. En théorie quantique, mesurer le spin d'une particule peut fixer le spin de l'autre, même à des années-lumière, sans que le moindre signal classique ne doive voyager entre elles. Là encore, cela ne viole pas la limite de la vitesse de la lumière pour communiquer, mais cela brise le concept classique de séparabilité. En refermant cette histoire, vous aurez peut-être plus de questions que de réponses. C'est tout à fait normal. La théorie quantique est conçue en un sens pour nous mettre mal à l'aise. On pourrait être tenté de conclure « Alors, tout est aléatoire ?» Mais ce n'est pas exactement l'idée. L'aléatoire en mécanique quantique n'est pas synonyme de chaos ou d'absence de sens. C'est plutôt un hasard très encadré, régi par des règles mathématiques strictes. Quand vous lancez 2 dés, les probabilités de tomber sur tel ou tel chiffre sont uniformes. Mais en mécanique quantique, les probabilités sont façonnées par des fonctions d'onde qui évoluent selon l'équation de Schrödinger. Ce n'est donc pas un désordre absolu, mais plutôt une nouvelle forme de loi qui traite des probabilités au lieu des certitudes. Si vous êtes toujours en train de réfléchir à la façon dont une particule peut être à plusieurs endroits à la fois, ou se comporter à la fois comme une onde et une particule, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Des générations de physiciens se sont posé les mêmes questions. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, a un jour déclaré « Si vous pensez avoir compris la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. » Pourtant, Feynman lui-même a développé une reformulation puissante de la physique quantique, connue sous le nom d'intégrale de chemin, qui imagine que chaque chemin possible que peut emprunter une particule contribue à son comportement global. En tenant compte de tous ces chemins possibles, vous obtenez finalement le résultat observé. Là encore, cela semble fou, mais les prédictions qui en découlent sont d'une précision extraordinaire.
De nos jours, la théorie quantique est au cœur de certains des domaines de recherche les plus à la pointe. L'informatique quantique vise à exploiter des phénomènes comme la superposition et l'intrication pour traiter l'information d'une manière hors de portée des ordinateurs classiques. La cryptographie quantique utilise les lois de la mécanique quantique pour créer des canaux de communication sécurisés, qui en principe ne peuvent être piratés sans alerter l'émetteur et le récepteur. Il existe aussi la métrologie quantique, qui tire parti des effets quantiques pour construire des capteurs d'une précision inégalée, utiles pour tout, de la détection des ondes gravitationnelles à l'imagerie médicale de pointe. Toutes ces applications montrent que la mécanique quantique n'est pas qu'un exercice intellectuel abstrait. C'est un cadre incroyablement robuste qui ne cesse de faire ses preuves. Cela dit, elle nous force aussi à revisiter notre définition de la réalité. La réalité est-elle ce que nous pouvons mesurer et prédire, ou est-elle autre chose, de plus profond, qui nous échappera toujours? Pour certains physiciens, la question ne vaut pas la peine de s'y attarder, tant que les équations fonctionnent. Pour d'autres, c'est le problème central qui les anime, car ils cherchent une compréhension plus complète. Il y a aussi la quête de l'unification de la mécanique quantique avec la théorie de la relativité générale d'Einstein. Nous savons que la théorie quantique est remarquable pour décrire l'infiniment petit, et que la relativité décrit admirablement l'infiniment grand, étoiles, galaxies, trous noirs, la courbure même de l'espace-temps. Mais ces deux théories n'ont pas encore été réunies en un cadre cohérent, surtout dans des conditions extrêmes comme le centre d'un trou noir ou le début de l'univers. Ainsi, il reste un grand défi pour les physiciens de demain, trouver une théorie quantique de la gravité qui concilierait enfin la bizarrerie de l'échelle microscopique avec la majesté de l'échelle cosmique. En quittant ce tourbillon d'idées, rappelez-vous que la théorie quantique est née d'une poignée d'énigmes persistantes que la physique classique ne pouvait résoudre. Peu à peu, une nouvelle compréhension a émergé, forgée par des figures comme Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born et bien d'autres. Ils ont proposé des idées radicales, quant à d'énergie, dualité onde-particule, incertitude, intrication, amplitude de probabilité. Ces idées n'étaient pas que des fantaisies théoriques. Chacune a été testée en laboratoire et chacune s'est avérée juste. Dans ce processus, notre vision de la réalité a dû s'élargir. On pourrait facilement imaginer ces grands savants comme des génies isolés. Mais en réalité, ils ont débattu avec ardeur. Ils ont osé prendre des risques, ils ont commis des erreurs et s'en sont corrigés. La mécanique quantique a été un effort collectif, un éveil progressif, au fait que la nature, dans ses plus petites dimensions, ne se comporte pas comme une grande machine dotée de petits rouages. Elle agit plutôt comme une danse cosmique de probabilités, une onde de possibilités et des interactions qui défient nos attentes quotidiennes. Si tout cela vous semble trop bizarre, rappelez-vous qu'il y a quelques siècles, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil paraissait également absurde à beaucoup. La compréhension suit souvent l'acceptation. Et dans le domaine quantique, accepter signifie abandonner certaines de nos hypothèses classiques les plus chères. Ce renoncement peut être déroutant, mais il ouvre aussi la voie à la fascination, à la créativité et aux avancées technologiques. Après tout, il n'est pas nécessaire de saisir pleinement les rouages de la réalité quantique pour en tirer profit. Mais le simple fait d'essayer de la comprendre peut élargir notre sens de l'émerveillement et nous rappeler que l'univers regorge de surprises que nous ne faisons que commencer à dévoiler. En fin de compte, la théorie quantique est bien plus qu'une série d'équations ou de résultats de laboratoire étranges. C'est un témoignage de la curiosité humaine et de notre volonté de remettre en question nos certitudes. Elle montre que même les aspects apparemment solides de notre monde, comme les électrons qui gravitent autour des atomes ou les photons qui sortent d'une lampe, sont régis par des principes qui nous donnent le vertige. Et pourtant, de ce vertige jaillit un profond émerveillement. La théorie quantique, malgré sa singularité, est un triomphe de la raison et de l'imagination unie. Elle a remodelé notre compréhension du possible et continue de nous guider vers le prochain horizon de la découverte scientifique. Et c'est en quelque sorte la partie la plus passionnante. Bien que nous reposions sur un siècle de connaissances quantiques, le voyage est loin d'être terminé. Nous ne pouvons qu'imaginer les nouvelles révélations et les technologies qui nous attendent au fur et à mesure que nous explorons plus avant la frontière quantique. D'ici là,
nous pouvons apprécier ce fait remarquable. Les objets quotidiens qui nous entourent, ordinateurs, téléphones, lumière, sont animés par des principes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient considérés comme totalement insensés. Et cela peut nous rappeler à point nommé que l'univers est plein de merveilles capables de transformer notre monde, dès lors que nous osons les explorer. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine.